Roland Lescure, bonjour et bienvenue. Bonjour Christophe Barbier. Vous êtes ministre délégué à l'industrie, mais vous êtes aussi, ou vous étiez, un député élu par les Français de l'étranger, et pas n'importe quel endroit, les Français d'Amérique du Nord. Et donc, vous êtes concerné par le voyage du président de la République aux États-Unis. C'est à la fois votre circonscription et c'est important pour votre portefeuille. On a l'impression que l'enjeu principal de cette visite d'État, outre les relations amicales avec les États-Unis, c'est de faire sauter les barrières protectionnistes américaines récentes, notamment ce Inflation Reduction Act qui fait que, par exemple, fabriquer des véhicules électriques en Europe et les vendre aux États-Unis, c'est fini. C'est bien ça l'enjeu ? C'est un des enjeux importants, de s'assurer, je dirais, que les États-Unis restent du bon côté de la force. La souveraineté, oui. Le protectionnisme, non. Et ils sont de quel côté, là ? Pour l'instant, quand on regarde l'IRA, donc l'Inflation Reduction Act, à la lettre, c'est quand même assez protectionniste, puisque vous ne pourrez pas, par exemple, pour bénéficier d'une prime à l'achat, il y a des primes à l'achat en France, 6 000, 7 000 euros, si vous achetez un véhicule électrique, vous la touchez que vous achetiez un véhicule chinois ou un véhicule français. Bon, là-bas, c'est que pour les véhicules fabriqués sur place. Que pour les véhicules fabriqués sur place, y compris les pièces détachées, les batteries notamment. Mais des exceptions sont possibles. Exactement. Donc le Canada et le Mexique, qui sont déjà dans un accord de libre-échange avec les États-Unis, feront l'objet d'exemptions. Et une des discussions importantes qu'on va avoir dans le cadre de cette visite d'État, c'est est-ce que l'Europe, sur tout ou partie du spectre, peut bénéficier de ces exemptions. Il y aura aussi sans doute des discussions, je dirais, de berger à la bergère. Est-ce que nous, on est capable de prendre des mesures similaires pour répondre aux mesures américaines, de manière à ce que la discussion se fasse un peu d'égal à égal. Nous la France ou nous l'Europe ? Ça se fera forcément au niveau européen. C'est un des défis, vous le savez, en Europe, et singulièrement depuis 5 ans et demi, on se met davantage d'accord qu'avant sur les grands enjeux, gestion de la pandémie, guerre en Ukraine, Europe de la défense, etc. Mais pour autant, ça prend toujours un peu de temps. Je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui, on est totalement d'accord à 27 sur la réponse à avoir à ce IRA. Mais il y a des discussions qui avancent, notamment avec les Allemands. Bruno Le Maire a rencontré son homologue Robert Habeck, le vice-chancelier, il y a maintenant une semaine. Tout le monde est conscient en Europe que l'industrie européenne ne doit pas être la victime collatérale ni de la guerre en Ukraine, ni de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Alors, la préférence industrielle communautaire, comme vous l'appelez, c'est un horizon à 1 an, 10 ans, 20 ans ? Moi, je pense qu'on a quelques mois de négociations pour, j'espère, se mettre d'accord sur un objectif commun. Ensuite, ça prendra peut-être un peu de temps. Je ne pense pas que ça prendra 10 ou 20 ans. 10 ou 20 ans, c'est l'horizon de la transition écologique. Alors, il faut que vous sachiez quand même que l'Europe agit déjà, mais on agit par la norme. On a mis en place ce qu'on appelle un règlement batterie, qui fait que, et c'est normal, on souhaite que les véhicules électriques qui sont produits en France aient dans leur batterie une part importante, jusqu'à 70% de matériaux recyclés. On ne souhaite pas que les batteries électriques du futur remplacent, je dirais, une dépendance au pétrole, qu'on a vécu pendant 100 ans, par une dépendance à autre chose, le lithium, le nickel. Et donc, on va mettre en place des minima de recyclage dans nos batteries. Et ça peut éliminer déjà des concurrents déloyaux. Ça avantage clairement des producteurs européens qui souhaitent déjà faire ce recyclage, parce que les consommateurs européens, ils sont aussi sensibles. Donc, on a, je dirais, un coup d'avance sur le véhicule électrique. Il faut qu'on le garde. Les États-Unis, il faut le dire quand même, on est heureux qu'ils s'y mettent sur la transition écologique, sur le véhicule électrique, sur les zéro émissions. Ils avaient quand même beaucoup de retard. Donc l'IRA, je dirais, face lumineuse, c'est très bien. Ils accélèrent la transition écologique. On en a tous besoin. La face un peu plus sombre, c'est de s'assurer que ça ne se transforme pas dans du protectionnisme mal placé. Alors une réunion est aussi prévue avec les Américains sur le nucléaire civil. Que peut-on en retirer ? Que peut-on en exporter surtout ? L'objectif, il est, vous le savez, dans le cadre de France 2030, de produire notamment des SMR, des petits réacteurs modulaires, qui rendront l'électricité nucléaire toujours aussi puissante, mais aussi plus flexible. On pourra placer des SMR plus proches des besoins. Ça fait partie des enjeux de la filière nucléaire qu'on est en train de redévelopper de manière ambitieuse et qui sera une filière d'exportation. Vous savez, moi, je suis le ministre qui vise à accélérer la réindustrialisation de la France. Pourquoi on réindustrialise la France ? Pour des raisons de souveraineté, oui, mais aussi pour des raisons de conquête. Le vrai défi aujourd'hui de l'industrie française, c'est un déficit extérieur qui reste trop important. Si on veut réduire ce déficit extérieur, il faut qu'on exporte. Si on veut exporter, il faut qu'on produise des enjeux, des produits de qualité. Le nucléaire est une de ces filières, il faut qu'on la développe. Ça sera les petits EMR plutôt que les gros EPR, cette filière-là Je pense qu'on va faire les deux. Vous savez qu'on a déjà prévu de développer 6 EPR en France et possiblement 8 de plus. Moi, je vois des besoins énormes. Vous savez qu'on a reçu à l'Élysée, avec le président de la République, les 50 sites les plus gros émetteurs. Les grands émetteurs. Je préfère parler d'émissions que de pollution, mais peu importe.
Il s'engage au zéro carbone d'ici 2050 et sans doute avant. Il s'engage dans un premier temps, dans les 5 ans qui viennent, à mettre en place des investissements énormes pour réduire leurs émissions. Une aciérie, ça consomme au charbon, ça fabrique de l'acier à partir du charbon depuis 2 siècles, un peu moins, 150 ans. C'est une révolution copernicienne de passer du charbon à l'électricité pour faire de l'acier. Ce que nous dit Arcelor, c'est moi je suis prêt à le faire. Ça va coûter de l'argent, aidez-nous un peu, mais surtout ce dont on a besoin, c'est de l'électricité décarbonée, en quantité importante et pas chère. Pour ça, il n'y a pas de secret. Pour l'instant, c'est le nucléaire. Il faut construire des EPR. Il faut aussi développer les ENR, les énergies renouvelables. Mais en fait, on va marcher sur ces 2 jambes de manière extrêmement ambitieuse. Et on a besoin de tellement d'électricité décarbonée, si on veut décarboner la France, qu'on ne veuille ou veuille pas, on a besoin du nucléaire. La loi sur les énergies renouvelables, qui est sortie hier de commission à l'Assemblée après de passer au Sénat, elle handicape l'industrie ou elle va aider l'industrie à trouver de l'électricité pas chère et décarbonée? Elle va aider l'industrie. Moi, je dis toujours, il faut à la fois décarboner l'industrie traditionnelle. Et pour ça, on a besoin d'électricité décarbonée. Et profiter de cette révolution pour développer l'industrie de la décarbonation. C'est une nouvelle révolution industrielle. Donc les énergies renouvelables, à condition qu'on en profite pour développer une filière du photovoltaïque, made in France, made in Europe, qu'on développe une filière des éoliennes, made in France, made in Europe, qu'on développe une filière des batteries, made in France. On a 2 gigafactories énormes, elles portent bien leur nom, qui vont produire des batteries made in France. C'est ça l'enjeu, c'est de développer une filière qui certes va décarboner l'industrie traditionnelle, mais va aussi créer de l'emploi, aménager le territoire. C'est un enjeu économique et social, c'est pour moi aussi un enjeu politique. J'insiste là-dessus. Depuis 25 ans, la France se désindustrialise. Quand une usine ferme, la colère monte, les extrêmes montent. Si on réindustrialise la France partout dans nos territoires, je suis convaincu qu'on apaise la démocratie et qu'on fait reculer les extrêmes, c'est sûr. L'urgence pour les entreprises, c'est de trouver de l'énergie là, cet hiver, et si possible sans se ruiner. 400 entreprises avaient actionné à la date de dimanche dernier le guichet d'aide, le dispositif d'aide. Ça continue à monter? Oui, ça continue à monter. Je vais vous faire une confidence. En une semaine, on a dépensé sur ce dispositif d'aide plus de 10 millions, 11 millions d'euros. C'est pas énorme, on va en dépenser 3, 4, 5 milliards. Mais en une semaine, on a dépensé davantage qu'en 6 mois. Le 6 mois, c'était le dispositif précédent, dont les industriels nous disaient qu'il était trop compliqué. Et entre nous, ils avaient raison. On a simplifié, on a amplifié, on a prolongé en 2023. Et ça marche. Il y a un site, j'engage vraiment les petites, moyennes et grandes entreprises à se rendre, c'est impôts.gouv.fr. Il y a un simulateur qui vous permet, sur la base soit de vos factures actuelles, soit même des factures que vous envisagez en 2023, que vous proposent vos distributeurs, d'estimer l'aide à laquelle vous aurez droit. C'est important parce qu'aujourd'hui, les entreprises prévoient leur budget pour 2023. Si on veut produire de la confiture en 2023, il faut savoir combien vont vous coûter vos pots en verre. Et les pots en verre, évidemment, aujourd'hui, ils coûtent plus cher du fait de cette crise énergétique. On va aider les fabricants de verre. Les pots en verre n'augmenteront pas autant que si on n'avait pas fait ces aides. Et c'est évidemment important pour tous les mangeurs de confiture. Alors, une partie de ce surcoût de l'énergie vient des accords européens de calcul du prix, notamment du prix de l'électricité aligné sur le gaz. Est-ce que vous avez bon espoir qu'au niveau européen, on change ce mode de calcul rapidement ? Oui, je pense qu'on a avancé sur un certain nombre de principes importants. On va acheter du gaz en commun. On a un principe, on appelle ça le découplage du gaz et de l'électricité. Il n'y a pas de raison que l'électricité nucléaire qui sort des réacteurs d'EDF soit payée par des industriels et par des ménages ou des collectivités locales. Ou des collectivités locales, ou des écoles, etc. au prix que payent les centrales électriques au gaz qui sont par exemple présentes en Allemagne. Aujourd'hui, c'est le cas. On a relié les deux. Donc ça, il y a un accord de principe. Le diable est dans les détails. Il faut s'assurer que quand on aura découplé le prix de l'électricité et le prix du gaz, en gros, que les Allemands continuent à avoir du gaz qui leur vienne des pays, puisqu'il ne vient plus de Russie ou quasiment pas, dans des quantités suffisantes. Que personne ne soit perdant. Exactement. L'objectif, c'est qu'on soit gagnant-gagnant avec un marché qui garde ses qualités. Parce que j'entends ici ou là, il faut renationaliser le marché de l'électricité, ça n'a aucun sens. Chaque jour, l'équilibrage du marché européen du gaz et de l'électricité, de l'énergie, fait que parfois, quand les Allemands ont besoin de gaz, on leur en envoie, et qu'à l'inverse, quand nous, on a besoin d'électricité, parce qu'on a des réacteurs insuffisamment en marche, et c'est le cas aujourd'hui, on reçoit de l'électricité des Allemands. C'est la solidarité européenne, c'est aussi le gage de l'efficacité européenne. Donc on en a besoin, il faut le faire avec un marché qui fonctionne mieux. On a un accord de principe là-dessus. On a un sommet européen juste avant Noël, je pense que c'est le 17 décembre à Prague.
J'espère qu'on aura fait des bons progrès d'ici là. Alors, l'électricité chère, encore faut-il en avoir. Est-ce qu'il y aura des risques de coupure cet hiver dans l'industrie? Est-ce que les industries ont déjà prévu d'arrêter l'activité? Alors, j'allais dire, malheureusement, il y a certaines industries qui ont ralenti leur activité du fait de la hausse des coûts. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'offre d'électricité, parce qu'il y a moins de demande. Donc, la demande d'électricité en France, aujourd'hui, elle a baissé de 10%. Et à température identique, c'est-à-dire quand on compare au mois de novembre habituel, on est à moins 5%. Donc il y a des efforts dits de sobriété qui sont déjà en place. Maintenant, j'aime à dire que la meilleure manière d'éviter le pire, c'est de s'y préparer. Si on se prépare collectivement à réduire notre consommation, qu'on fait les gestes qu'on a tous en tête maintenant, qui commencent à être bien connus, on n'aura pas à faire ce qu'on appelle des délestages. On se prépare à des moments particuliers parce que si au mois de janvier, le 12 janvier, il fait très très froid, et qu'à ce moment-là, on a un ou deux sujets sur un ou deux réacteurs, on risque d'avoir des écarts entre l'offre et la demande. À ce moment-là, est-ce que vous appellerez des entreprises, vous, pour dire vous arrêtez la production parce qu'il faut sauver l'électricité pour les écoles, l'hôpital et les habitations? Alors, ce sera beaucoup plus simple et efficace que ça. On a une application qui s'appelle EcoWatt que j'engage tous vos auditeurs à télécharger. C'est extrêmement pratique. C'est la météo de l'énergie qui vous dit à 1, 2, 3 ou 4 jours si en gros, il n'y a pas de problème sur le réseau, regardez aujourd'hui, c'est vert tout le temps, ou si à 2 ou 3 jours, on risque d'avoir un problème orange, ou on risque d'avoir un problème important qui pourrait nous amener éventuellement sur des plages horaires définies, 2 heures, dans des régions définies, ce ne sera pas partout, à couper l'électricité. Pour prévenir ça, évidemment, quand on verra du orange ou du rouge, il faudra que tous, on s'adapte, qu'on décale nos machines, qu'on débranche le Wi-Fi la nuit, etc. Tous ces petits gestes qui peuvent paraître parfois un peu ridicules, mais qui au fond, les petits ruisseaux font les grandes rivières, peuvent aider collectivement la nation à passer l'hiver sans délestage. Un mot sur les soucis de l'exécutif. Il y a eu la démission de Caroline Cayeux qui est accusée par la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique d'avoir sous-estimé son patrimoine. On apprend qu'Alexis Kohler, alors au cabinet ministériel à Bercy, il y a longtemps, aurait participé à 8 décisions concernant l'entreprise MSC liée à sa famille. Est-ce que ça pèse sur l'activité du gouvernement ? Bon, d'abord, sur la Haute Autorité à la Transparence de la République, moi j'ai rempli mes déclarations, je les remplissais quand j'étais député, je suis pour la transparence et pour l'exemplarité. Et donc quand on est, ou si on est insuffisamment transparent ou insuffisamment exemplaire, il faut qu'on en tire les conséquences. En ce qui concerne Alexis Kohler, je veux être très clair. J'étais de l'autre côté du monde quand il était au cabinet d'Emmanuel Macron à Bercy. Par contre, j'ai beaucoup travaillé avec lui ces 7 dernières années. C'est la rigueur même, Alexis Kohler. Je pense qu'on a énormément de chance de l'avoir. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, aide l'ensemble de l'exécutif à faire fonctionner la France dans des périodes extrêmement difficiles. La justice fera son travail, et je ne doute pas qu'elle le fera bien. Mais moi, personnellement, je peux vous dire qu'Alexis Kohler, je n'ai aucun doute sur son intégrité. Eh bien, Roland Lescure, merci et bonne journée.